vibes, les peindre pour toi. Terre des femmes. Kauhanui, bienvenue dans ce podcast, c'est le tout premier épisode. Alors je m'appelle Mélanie, je suis artiste peintre et je développe tout mon univers autour de Terre des femmes, qui est à la fois mon nom d'artiste et le nom de ce podcast. Donc j'ai voulu créer un espace où je peux parler de toutes les choses qui me font vibrer dans la vie. Donc de nature, d'artisanat, de Polynésie et de tous les petits choix de vie qui peuvent nous faire du bien. Donc aujourd'hui, je vous partage une conversation que j'ai eue avec mon ami Alain lors d'une randonnée sur les hauteurs de Akao, qui se situe à Wappo, ici, aux îles Marquises, donc en Polynésie. Donc on a parlé beaucoup des marquises d'antan, il y a quelques années, comment on vivait ici, et de ce choix un peu fou de tout plaquer pour aller vivre au bout du monde. Alors je vous laisse avec cet enregistrement et cette petite phrase inspirante. Revenir à l'essentiel et écouter ceux qui nous appellent. Bonne écoute, apai. Kauhanui, je prononce très mal. Excuse-moi, je prononce très mal le mot Kauhanui parce que j'ai toujours du mal avec ce H, ce foutu H expiré qui est très difficile à prononcer. Ouais, j'ai pris du temps aussi à le Toi, dire. tu y arrives. Kauhanui. Kauhanui. Oh, magnifique. Donc, bienvenue à tous sur ce premier numéro de podcast. Aujourd'hui, on va parler de voyage, de nature, des marquises. Donc, le thème, ça va être tout plaquer pour vivre au bout du monde. Donc, on se retrouve avec Alain, qui est un ami et en même temps mon prof de dessin. Voilà. Donc, Alain, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors oui, après mes études, j'avais déjà eu l'occasion de faire un petit voyage en Océanie. J'ai toujours rêvé de l'Océanie et j'avais envie de m'installer en Océanie. Et il y a un pays qui m'avait beaucoup marqué, c'est l'Australie. Parce qu'en Australie, il y a un sentiment de liberté extraordinaire. C'est un pays qui a un mana très fort. J'ai retrouvé ce mana sur l'île de Wappo, aux Marquises aussi. On peut dire que le mana de l'Australie a quelque chose à voir. Il est un peu différent, mais il est aussi très puissant, peut-être encore plus puissant que celui des Marquises. Et donc j'étais attiré par ce pays et j'avais décidé d'aller m'installer en Australie. Et en fait, les Marquises m'ont attrapé au passage. Et j'ai jamais continué ma route parce que Wappo, particulièrement Wappo, m'a attrapé, m'a littéralement attrapé. Et j'étais conquis par cette île et je suis même tombé amoureux, on peut le dire, de cette île avant ma compagne. Et mon aventure sur l'île de Wappo a commencé à Akatao, dans ce petit village perdu, où la Ranui s'est arrêtée. Je devais arriver en premier à Akao, mais à l'époque, la Ranui allait chercher le copra dans les vallées, parce que les vallées n'étaient pas accessibles par voie carrossable. Il n'y avait que des pistes cavalières, et surtout, le village de Akatao est situé sur la côte sous le vent, donc l'eau est calme, et donc c'est facile d'accès en bateau. Donc la Ranui est arrivée dans cette petite vallée très intimiste de Akatao, sans route, sans rien. Et j'ai pas réfléchi, ça a été instinctif. J'ai mis mon sac à dos dans la baleinière et je suis resté vivre avec les gens pendant 2 mois. Et ça a été une révélation. C'était à l'époque proche du paradis. Ça a beaucoup changé, les marquises sont encore très agréables, mais à l'époque c'était vraiment magnifique, c'était extraordinaire. Et c'était il y a combien de temps déjà? Ça fait une 40aine d'années. Ouais, il y a 40 ans. Et oui, Et donc, 86. T'avais 28 ans, non? J'avais 28 ans. Voilà. 28 ans quand j'ai posé mes pieds pour la première fois sur cette île assez extraordinaire qu'est l'île de Wappo avec ses fameux pitons pics en phonolite qu'on retrouve nulle part ailleurs sur toute la planète. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu à l'époque dans ce village-là, quand tu as atterri ici, le mode de vie? Alors, ce qui m'a plu, c'était un côté bout du monde. Akatao, c'était un côté bout du monde.
C'était le village le plus éloigné de Akao, le chef-lieu. Et c'était un village où il n'y avait pas de voiture. C'est un village où tout le monde était à cheval. Les vieux comme les jeunes. C'était un village qui était très dynamique. C'était ça qui était extraordinaire. C'était un village isolé, mais paradoxalement très dynamique. Le matin, le village se vidait de sa population littéralement. Tout le monde allait dans la montagne, casser le copra, cueillir les fruits, ramasser les mappés, et une autre partie allait à la pêche. C'était un village de pêcheurs. Il y avait une vingtaine de ce qu'on appelle des speedboats, donc des bateaux hors bord, que les marquisiens du village faisaient eux-mêmes. Ils façonnaient, ils étaient entièrement autonomes. Ils façonnaient les membrures des bateaux hors bord avec du bois de bourrao. Ils achetaient un petit peu de contreplaqué. Bon, ils achetaient le moteur, ils savaient le réparer eux-mêmes. Ils étaient complètement autonomes. Et le bateau leur servait à la fois d'outil de travail pour aller à la pêche, leur servait pour leur déplacement d'une vallée à l'autre, et en même temps leur servait pour aller sur l'île de Uoka ou sur l'île de Nukuiva. Or aujourd'hui, avec l'arrivée des routes, la plupart des gens ont abandonné leur bateau à moteur au profit du 4x4. Mais je leur dis, avec votre 4x4, vous pouvez pas aller à la pêche. Avec votre 4x4, vous pouvez pas aller à Nukuiva. Vous pouvez pas aller à Uoka. Alors, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un avantage? Et en plus, vous vous embêtez sur plusieurs années pour une voiture qui demande énormément, avec les routes qu'on a, énormément d'entretien, des coûts importants pour remplacer les pièces, alors qu'avec votre speedboat, vous saviez l'entretenir, ça posait beaucoup moins de problèmes. Donc, est-ce que c'est véritablement un atout, ce 4x4? Oui. Est-ce que c'est vraiment un progrès? Ou est-ce que c'est pas une forme de régression finalement? Vous aviez quelque chose qui était bien mieux. L'autonomie, quoi. Voilà, l'autonomie. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé en arrivant au Marquis, c'est ce qui caractérise la culture marquisienne. Les Marquisiens sont polyvalents. Ils sont autonomes parce qu'ils savent tout faire, ils savaient se débrouiller. On les mettait n'importe où, ils savaient se débrouiller. Ils connaissaient toutes les techniques de pêche, toutes les techniques de chasse, toutes les techniques pour transformer la nourriture. Même on pêchait. Ça c'est incroyable, dans la petite vallée de Huhui où après j'ai rencontré ma femme. Eh bien, elle m'a appris, mais j'ai jamais réussi à apprendre. Elle a tenté de m'apprendre à pêcher des langoustes à la ligne. Ah oui, d'accord. Et on pêchait les langoustes à la ligne à l'époque. J'ai jamais vu ça. Magnifique. Toutes les 5 minutes, elle remontait une langouste pêchée à la ligne. C'était magistral, cette époque-là. Magistral. D'accord. Et donc, je ne rêvais que d'une chose, c'était de venir m'installer sur cette île. Le coup de cœur, du mode de vie, des décors. Et puis, le paysage, autant j'aime pas Ivawa, Nukuiva j'aime bien, mais sans plus. Mais Wapo, j'aime beaucoup les régions sèches. Et le sud de la France, je viens du nord de la France, mais le sud, je suis tombé aussi amoureux du sud de la France. Eh bien, il y a un petit quelque chose du sud de la France sur cette île qui est sèche. Et j'aime beaucoup cette alternance de sécheresse dure, mais avec des couleurs chaleureuses finalement, même si un petit côté sombre. Et puis à un moment donné, ça explose de vert, comme aujourd'hui. Quand la pluie arrive, il y a des contrastes qui sont très forts. Ah oui, c'est magnifique. Avec ce climat, quoi. Oui. Qui embellit cette île. Voilà. Qui est déjà très belle. Oui. Alors, mon arrivée ici, donc, je me suis pas installé tout de suite parce que, travailler, vivre ici, j'ai été tenté parce que le village de Hakatao, quand j'ai vu comment vivaient les gens, je me suis dit, je vais vivre comme eux. C'est trop beau. Vivre dans la nature, vivre de pêche, vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà. C'est trop beau. Bon, mon père, qui est quand même un sage, m'a remis un petit peu du plomb dans la tête et m'a dit, Alain, t'as peut-être pas fait des études pour rien, ça serait un peu dommage quand même. Et puis tu sais, les choses changent. Et est-ce que le Hakatao d'aujourd'hui sera celui de demain? Et toi-même, tu vas changer? Est-ce que celui que tu aimes aujourd'hui, est-ce que tu l'aimeras encore demain? C'est dommage de t'enfermer. Donc, je l'ai écouté et j'ai fait mon expérience professionnelle là-bas, dans un bureau, dans 2 cabinets d'architectes. Et par hasard,
par hasard, j'ai eu cette chance. Ma femme qui était avec moi à Tahiti a rencontré une copine. Et sa copine était avec un Français qui avait passé déjà 1 ou 2 ans sur Oahu et qui était maîtreur et qui avait fait office de conducteur de travaux. Mmh. Et lui il partait de l'île et il me dit le maire, qui s'appelait René Comotini à l'époque, il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un pour être conducteur de travaux. Alors moi je dis mais je suis pas conducteur de travaux. Je suis architecte mais je suis pas conducteur de travaux. Il m'a dit mais si tu es architecte tu peux très bien faire conducteur de travaux. Et je me suis dit pourquoi pas. En fait j'avais programmé des vacances en France. Donc je voulais pas quand même perdre le bénéfice de ces vacances. Donc j'ai donné mon dossier à ma femme. Et qui est partie avec une de ses amies françaises, et je leur ai dit à toutes les deux, allez voir le maire, et faites-lui la proposition. Ce qu'elles ont fait toutes les deux, et le maire, sans me voir, m'a décidé de me prendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'île de Oahu. Et il s'est trouvé que je me suis très bien entendu avec René Comotini. On a eu des très bons rapports de travail. Et surtout, ce que j'appréciais beaucoup avec lui, c'est que c'était un homme de confiance. Et René Comotini, c'était les anciens maires. C'était c'est plus comme avant, les maires d'aujourd'hui. Les anciens maires, c'était des chefs de village, c'était... je saurais pas trop comment décrire, mais c'était des gens magnifiques. Ouais, et surtout les marquises, c'était trop beau. Il y avait déjà quelques pistes carrossables, mais très peu. La moitié de l'île n'était accessible qu'en bateau ou en piste cavalière. Moi, j'ai rallié Akatao avec une espèce de trottinette que j'avais inventée en passant par le col entre Hurui et Akatao sur une petite piste cavalière. Oui. La majorité des gens étaient à cheval à cette époque-là. Il y avait encore des grands troupeaux de bovins en élevage extensif. Il y avait des troupeaux de plus de 100 bêtes dans le sud de l'île, tout le sud de l'île. Il y avait au moins 100 bêtes et 100 bœufs lâchés en élevage extensif, qui pourraient s'avérer dangereux d'ailleurs, qui pouvaient attaquer. C'était le grand frère de ma femme, une fois s'est fait attaquer, il était obligé de se mettre par terre, et le bœuf avait du mal à atteindre avec ses cornes son frère, et il a été obligé de lui couper les jarrets avec le coupe-coupe, parce que sans ça il se faisait embrocher. C'était quand même une vie sauvage quand même. Ouais. Mais bon, c'était un peu le jardin d'Éden quand même, il y avait tout ça. Oui. C'est grand troupeau déjà. Les chèvres étaient beaucoup plus chassées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque, les Marquisiens étaient des chasseurs-cueilleurs, des pêcheurs. Ils n'étaient pas du tout des agriculteurs. L'agriculture c'était toujours une agriculture vivrière en montagne. Parce que les anciens, ils étaient intelligents. Ils avaient bien compris qu'il y avait des sécheresses parfois très violentes et qui risquaient de tout perdre. Donc le fond de la vallée était toujours un garde-manger parce qu'il y avait toujours un peu d'humidité. Donc les mailles, le taro, etc. C'est le vent. C'est le vent, c'est pas une voiture. C'est la on dirait, mais non, il n'y a pas de voiture là-haut. C'est le vent, c'est curieux. Voilà, le chant du vent dans les haïtos, ça fait toute une musique qui est magnifique, beaucoup plus jolie que la musique boum-boum d'aujourd'hui, qui d'ailleurs même pas de la musique, c'est du bruit, c'est tout. Ça, c'est de la musique, et c'est de la musique naturelle. C'est ça qu'il faut écouter. C'est quoi qui a fait que tu as vraiment décidé de venir vivre et t'installer toute ta vie ici? J'ai toujours rêvé de voyage, et j'avais déjà voyagé. J'avais déjà été jusqu'au cercle polaire, en passant par la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, après l'Italie. Oui, t'as vu du... Et j'avais aussi été j'avais déjà été en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, mais j'avais pas encore été aux Marquises. Mais j'avais envie de m'installer ailleurs qu'en France. J'adore la France, c'est un très beau pays, les paysages sont extraordinaires, mais j'avoue que en voyageant, je me suis aperçu que d'exotisme. J'avais envie d'exotisme, j'avais envie d'une vie plus naturelle,
proche de la nature. Plus proche de la nature. J'avais envie d'un cadre de vie plus agréable, moins compliqué, où on peut faire les choses à pied ou à cheval, on n'a pas obligé de prendre la voiture pour un oui, pour un non. Sortir un peu du système. Voilà, en fait. voilà. Vivre aussi un peu plus sur la nature. Or, ce qui est assez étonnant au niveau des marquises, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve soi-même. Hein. On n'a qu'à se baisser pour trouver des noix de coco. Il y en a plein dans les rivières. Les rivières, c'est domaine territorial. Ça appartient à personne. Pareil, le mapé, il y en a plein dans les rivières. Les chevrettes, il y en a plein dans les rivières. Donc, il y a plein de choses qu'on trouve naturellement avec un petit peu de travail. On a on a de la nourriture bio à profusion, ce qui est très difficile à trouver, même à Tahiti. Oui, c'est vrai. On ne peut pas trouver ça. Ouais, Donc, on a du poisson qui est pas cher, pour l'instant, Oui. parce qu'on redoute toujours l'arrivée des bateaux de pêche industriels qui vont effectivement automatiquement faire monter les prix. Souhaitons que la pêche artisanale perdure longtemps sur les marquises. On a du poisson de qualité, à des très bons marchés. On est des artisans qui nous font des produits de grande qualité. Je pense aux poissons fumés. Ce genre d'initiative qu'il faut pousser. C'est ça qui fait avancer. Transformons les produits naturels tels qu'ils sont. Et gardons ce côté biologique, bio qui perdure jusqu'à maintenant. Ça, c'est une grande chance, un grand atout des marquises. Et c'est vrai que cette vie marquisienne est très séduisante. C'est le produit de la chasse aussi. Moi, je suis très étonné de la qualité de la viande. La viande de chèvre, incomparablement meilleure que celle qu'on peut trouver en France. Grasse. Alors l'acacia a bien des défauts, mais il a des gros avantages. Son avantage, c'est que c'est un excellent fourrage. Et pour preuve, la viande de chèvre de Huapo particulièrement, parce qu'il y a beaucoup d'acacia ici, eh bien, les chèvres se nourrissent essentiellement d'acacia. Et ce qui leur donne un goût beaucoup moins fort. Et vraiment goûteux. On a une viande de chèvre de très grande qualité ici, quoi. Absolument étonnante. Et la viande de bœuf aussi est très bonne. Le problème, c'est qu'on n'a personne qui sait la découper correctement. Donc, de temps en temps, on tombe sur une bonne entrecôte, mais souvent, on n'a pas on n'a pas. Alors, ce qui manque, ça serait quelqu'un boucher. Un boucher, une boucherie ici avec quelqu'un qui soit formé, qui ait fait un stage, qui fait des stages, qui sache découper la viande. Bien, ça serait formidable. Donc, boucherie, métier d'avenir. Voilà, il y a encore des places. Il y a aussi une place pour une poissonnerie. D'ailleurs, il y a un projet de poissonnerie sur Nukuiva. Pourquoi pas aussi un projet de poissonnerie sur Huapo, un projet de boucherie. Il y a encore de la place pour des artisans, pour beaucoup de métiers d'artisans. Locaux, voilà, des locaux. Je pense aussi aux poules et aux coqs. Là aussi, il y a des poules et des coqs à profusion. Les gens vont acheter du poulet Javel, interdit en Europe, bourré d'hormones et d'antibiotiques, dont on sait qu'il est mauvais pour la santé. On le sait, ça. Et c'est devenu un produit PPM, ce qui n'est pas normal. Puisqu'on encourage les gens à s'intoxiquer, alors qu'on a des centaines de coqs gratuits dans la nature et qui sont délicieux. Et moi, par exemple, je vais pas prendre le coq et je vais pas le tuer moi-même et le déplumer. Eh bien, à ce moment-là, ça sera le boulot de quelqu'un d'autre. Ça serait super. Et là-dessus, il peut y avoir une demande, quelqu'un qui fait un élevage de poules naturelles, ou qui va simplement les piéger. C'est pas compliqué de piéger ces poules-là. Il suffit de les attirer régulièrement avec du riz, et après on met un lasso avec des graines de riz, on tire le lasso avec un fil de pêche, c'est très facile. Et c'est très bon quand c'est bien cuisiné. Et c'est de la viande parfaitement biologique et naturelle. Moi, quand je suis arrivé il y a 40 ans ici, les gens, eh bien, ils allaient chercher, piéger les coqs et les manger. Ils faisaient des combats de coqs comme aujourd'hui, mais ils allaient en même temps piéger pour les manger, même certains allaient la nuit, parce qu'il y avait, les coqs se mettent dans certains arbres, et la nuit, c'est beaucoup plus facile de les attraper comme ça, avec une perche, comme on prend les mailles, et bien avec une perche, avec un filet, on les aveugle avec une lampe,
et on les attrape la nuit. Ah, Et c'est ce que dingue. faisaient les Marquisiens quand je suis arrivé. Ils mangeaient les coqs sauvages, ils mangeaient la viande locale, de bœuf, ils mangeaient, tout était local. Ils achetaient juste quoi, du riz, un peu de fromage, La farine peut-être. un du peu de sucre. farine. Il y en a qui faisaient le pain se faisait au feu de bois. Ouais, j'en ai entendu parler la semaine dernière de ce pain au feu de bois. Là. Mais oui, J'ai les gens jamais le faisaient goûté, au feu de bois. j'aimerais trop goûter. Apparemment oui. très bon. Ouais, C'est délicieux au feu de bois, ça n'a Ouais. rien à voir. ouais. On avait une qualité extraordinaire. Et maintenant, voilà, il y a les temples de la consommation, Bah, les c'est petites ça. supérettes, qui avec la malbouffe, on sait bien ce que ça donne. Mm. Les aliments ultra transformés qui n'existaient pas à l'époque, qui sont les principaux responsables de l'obésité. Alors qu'à l'époque, l'obésité n'existait pas. Ouais. Tout le Ça, monde c'est était mondial, hein, comme ça. malheureusement. C'est mondial. Ouais, c'est mondial. C'est malheureusement mondial. C'est une maladie qui est liée à l'alimentation essentiellement Oui. et en même temps au mode de vie, puisque les modes de vie d'hier, c'était des modes de vie beaucoup plus actifs. Les garçons comme les filles étaient extrêmement actifs. Oui. Alors qu'aujourd'hui, ils ne le sont plus du tout, ils le sont beaucoup moins parce qu'ils passent leur journée devant les écrans. À l'époque, les écrans n'existaient pas. Voilà. Quand j'étais à Katao, il y avait simplement, quand je suis arrivé, il y avait simplement une télé pour tout le village. Et c'était une télé où on mettait des cassettes dedans. Il n'y avait pas du tout la télé en direct, ça n'existait pas. Et puis, oui, quand je suis arrivé, c'était la lampe à pétrole. Il n'y avait même pas l'électricité. C'était magnifique. Ouais, c'était une autre époque. Bon, après, c'est bien aussi qu'il y ait quelques progrès quand même. C'est bien. Mais le village de Akatao était le village le plus dynamique. Moi, j'ai réalisé le plan général d'aménagement de l'île de Wapou, ce qu'on appelle un PGA, qui est l'équivalent d'un POS en France, un plan d'occupation des sols. Ça, c'est les naudibrins. Ah ouais, tu vois, c'est des oiseaux de pêche là, qui pêchent pas très loin des côtes. Voilà. Et j'ai fait un petit mémoire très exhaustif. Et à cette époque-là, eh bien, tous les chiffres le prouvaient. Akatao était en avant sur Akao, sur beaucoup de points. Donc, comme quoi l'isolement n'était pas du tout un frein au développement. Au contraire même. Les Marquisiens ont toujours été habitués à vivre de l'isolement. Et c'est l'isolement qui justifie les savoir-faire. Voilà. Il n'y a plus besoin de savoir pêcher la langouste à la ligne. Il n'y a plus besoin de savoir piéger les coqs. Il n'y a plus besoin de savoir tisser les chapeaux. On a tout ça au magasin. On n'a plus besoin de cette autonomie. Alors qu'avant, les gens avaient besoin d'être autonomes parce qu'ils étaient dans des mondes enclavés. Et ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes parce les Marquisiens sont polyvalents. Ils le sont toujours encore un peu. Mais à l'époque, ils l'étaient totalement. Ma femme, moi, j'ai été étonné. Un jour, il n'y avait plus d'allumettes. Elle m'a fait du feu avec 2 morceaux de bois à l'ancienne. Parce qu'elle a vécu l'époque où il y avait des bateaux tous les 3 mois. Et quand il n'y avait plus d'allumettes, il fallait faire du feu. Donc, elle a appris tous les savoir-faire. Elle connaît tout ça. Je dis toujours, c'est mon assurance de vie. S'il y a une bombe atomique demain et que le monde s'écroule, avec elle, je mourrai pas de faim. Oui, c'est tout. On la met quelque part, elle sait se débrouiller, elle sait tout faire, il n'y a pas de souci. Elle y arrivera. Et on survivra du coup. Oui, c'est sûr. C'est plus comme aujourd'hui. Voilà. Donc, on a évolué, mais c'est comme toujours, dans toute chose, il y a du bon et du mauvais. Et on peut pas avoir que le bon. Oui, on a toujours le mauvais aussi. Et c'est le monde entier qui a évolué, tout ce qui est réseau. Mais ce qui est un peu dur à comprendre, c'est qu'on reproduit les mêmes erreurs aux Marquises, alors qu'on sait, on les voit, on sait ce que ça a donné ailleurs en Europe. On sait, on connaît tous qu'est-ce que c'est que, par exemple, l'exode rural. On sait que les campagnes, que les villes ont tendance à attirer les campagnes et que les campagnes se vident. Et on sait que c'est la fabrication de problèmes sociaux. Quand on regroupe tout le monde dans une grosse ville, on l'a vu, on a reproduit la même erreur à Tahiti. Toute la zone urbaine de Tahiti, Papeete, Fa'a, constitue une grosse zone urbaine qui attire tous les gens de l'extérieur. Et tous les problèmes se concentrent à Papeete. Il faut permettre aux gens de vivre dans leur vallée. Il faut aider les gens dans leur vallée. Parce que les savoir-faire se perdent, parce qu'ils ont des qualités, parce qu'il y a l'espace pour faire tout ça. Eh bien, on a fait l'erreur en Europe,
on refait la même erreur à Papeete, mais on refait la même erreur aussi aux Marquises en gonflant artificiellement un chef-lieu qui est Taioé. Mais on refait la même erreur dans chaque île. C'est-à-dire que là, artificiellement, on gonfle la ville de Akao, on donne toutes les subventions, alors que c'est la vallée la plus sèche de l'île, c'est celle qui a le moins de potentiel, alors que les autres vallées ont beaucoup plus de potentiel, comme la vallée de Akatao, mais ces vallées-là, on les laisse mourir. Alors qu'avant, elles étaient dynamiques, avant, elles étaient isolées, avant, elles avaient rien, et pourtant, elles étaient beaucoup plus dynamiques. Oui. Donc il faut bien se poser la question. Réfléchir voilà. aussi. Alors on a ouvert les routes, mais il fallait accompagner ce développement, parce qu'en ouvrant les routes, les gens évidemment ils ont acheté des voitures au détriment des bateaux à moteur qui leur permettaient d'être autonomes et de travailler en même temps d'aller dans les autres vallées à un moindre coût. Parce qu'aujourd'hui on paye 12 000 francs un taxi pour aller à Katao, même voire 15 000. À l'époque, c'était 2000 francs avec le speedboat, c'était rien du tout. Sauf que pour aller à Katao, il faut 1h15, 1h30. Alors que là, on y était en une demi-heure. Donc on y allait beaucoup plus rapidement. On pourrait ramener plus de choses. Et en même temps, ça coûtait moins cher. Que des avantages. Oui. Aujourd'hui, on a laissé tomber tout ça pour s'endetter pour acheter des 4x4 à 6 millions, exorbitants. Et on n'est même pas autonome avec ça. Ça coûte très cher à entretenir, et en même temps, c'est plus cher. Ça coûte plus cher pour faire les voyages intérieurs. Il n'y a que des inconvénients. Ouais. Donc, et on voit bien et on a tué la pêche. C'est-à-dire que les gens, ils pêchent beaucoup moins qu'avant. Alors qu'avant, c'était vraiment à Kamaï et à Katao des villages de pêcheurs. Donc il fallait en même temps couvrir les routes, il fallait soutenir ces activités existantes avant qu'elles ne meurent, pour empêcher qu'elles ne meurent. Non, on l'a pas fait. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Aujourd'hui, on peut installer encore une chambre froide, comme à Uoka. À Uoka, il y a une chambre froide par vallée. Là-bas, ici, il n'y a qu'une chambre froide. Là, à Kao, l'endroit le plus néfaste, là où la mer est agitée, alors que là-bas, la mer est calme. Là-bas, il y a des savoir-faire. Les gens savent pêcher, ils pêchent traditionnellement depuis toujours. Quelle erreur monumentale. Attends, putain mort. Parce que tu parles trop politique. Non mais c'est super, j'adore tout ce que tu dis. Mais là c'est un podcast inspirant. Tout plaqué pour aller vivre aux Marquises. C'est ça le thème. Non mais j'adore, mais... Oh, recadre-moi alors. C'est tout plaqué pour aller vivre aux Marquises. Bon, on s'en fout des trucs de politique. D'accord, oui, excuse-moi. Parle-nous de la nature. Oui. Ça, c'est la nature vraiment qui t'a fait, t'as voulu vraiment rester ici, quoi. Enfin, c'est la nature, qui t'a frappé, quoi. Alors, c'est deux choses. C'est la nature. C'est la nature et le mode de vie. Mais c'est la nature parce que le mode de vie marquisien, il est complètement en phase et en osmose avec la nature. Et c'est ce mode de vie marquisien complètement en phase qui m'a conquis. Et en même temps, une vie, comme il n'y avait pas de besoin, les gens n'avaient pas besoin de voiture puisqu'il n'y avait pas de route. Pas compliqué. Il n'y avait pas d'électricité. Donc, ils n'avaient pas besoin de tous les gadgets modernes qui marchent à l'électricité. Donc, ils avaient des besoins très simples. Et ils étaient heureux avec ces besoins très simples. Et la nature suffisait largement à leur permettre d'accéder à ces besoins très simples. Au bonheur. Au bonheur. À cheval. Et c'était magnifique parce que les gens, quand ils avaient envie de faire le copra, ils faisaient le copra. Quand ils avaient envie d'aller à la pêche, ils allaient à la pêche. Et tout ça les nourrissait. Et ils étaient heureux quand ils allaient faire le copra. C'était des plaisanteries et on rigolait, grand sourire aux lèvres. Donc c'était que du bonheur. Et il n'y avait pas de conflit ou des très petits conflits. Les choses se réglaient dans la communauté. Ce qui m'avait aussi assez étonné, c'est que je me souviendrai toujours, après la messe, chaque dimanche, tout le village allait à la messe. Donc après la messe, ils se réunissaient et ils réglaient, c'était le chef de prière en réalité, qui réglait les petits problèmes quotidiens, parce qu'il y avait toujours, comme d'habitude, comme toujours, des petits problèmes. La chèvre, le cochon du voisin qui s'est échappé, qui a massacré la plantation de manioc de l'autre personne, etc. Donc tout ça se réglait après la messe. D'accord. Et tout se réglait autour de la mission. La mission avait un rôle social extraordinairement fort. Et on peut dire que quand je suis arrivé ici, l'église avait plus de pouvoir presque que le maire.
Ils ont bien le curé a bien de la chance. Hein. Quand il veut avoir de l'argent, hein, c'est pas compliqué. Hein. Il fait une grande kermesse et les millions tombent. Tout le monde ramené. Hein. Alors que nous, politiques, eh ben, on est là à pleurer les subventions pour faire des projets. Non, mais tout ça, tu ne pas dire. Faut pas parler politique, faut parler inspiration. Tout plaqué pour vivre voilà. au bout du monde. Alors, voilà. Alors donc, oui, je me suis laissé... enfin, c'est les marquises qui m'ont... C'est pas moi qui ai décidé de vivre aux marquises. Moi, j'avais décidé de vivre en Australie. C'est les marquises qui ont décidé que je reste ici. C'est elles qui m'ont pris comme ça, hein, dans le callback, et qui m'ont dit, allez, ça y est, là, c'est ton pays, tu restes là. Ouais, T'as pas discuté. T'as pas discuté. Ben, j'ai rien dit, j'étais obligé de dire, j'étais obligé d'accepter. C'était trop beau, ce pays sans béton. Moi qui rêvais d'un endroit sans béton. Mais c'était magnifique, pas de béton à Katao. Pas de route bétonnée, maintenant il y en a. Mais bon, c'était la nature. C'était que la nature. Et c'est encore beaucoup comme ça quand même. Et c'est encore beaucoup comme ça. C'est encore beaucoup comme ça. Il y a du béton, etc. Voilà. Mais comme ici, il y a quand même beaucoup d'espaces sauvages quand même. Voilà. Et puis la mer en même temps. Oui. Moi, quand j'ai commencé à avoir des petits chantiers dans les vallées, je partais avec le maire dans le speedboat pour aller à Katao, à Kamai, à Kuti, à Katao. Le matin, la mer était d'huile. Couleur de quasiment lagon, avec les raimentas, les dauphins qui sautaient, les troupeaux de dauphins, là. Oh, les fous de bassin qui plongeaient pour pêcher, avec ces grandes falaises, mais c'était éblouissant, avec ces petites criques intimistes. Ah, c'était magique, c'était réellement magique. Oui. Le pays était magique à l'époque, il est encore, mais il était vraiment. Et en plus, tu as rencontré l'amour ici, c'est pour ça que tu Alors, j'ai rencontré ma femme aussi. Mais je suis tombé amoureux de l'île avant de tomber amoureux de ma femme. Voilà, voilà les deux, tu avais les deux pour toi. Voilà. Et ce que je rêvais, c'était ça, c'était une fille de la brousse. Je rêvais pas d'une occidentale, sans ça je serais resté avec une occidentale. Je rêvais d'une fille qui sache monter à cheval, qui sache gratter l'ukulélé, qui connaissent les médicaments marquisiens, qui connaissent toutes les techniques de pêche à la ligne, pêche à la langouste, pêche aux chevrettes, de tissage, comment on cuit les patates douces, comment on fait le four pour cuire le mil, etc. Et ben c'est ce que j'ai eu. Ouais, voilà. Elle est super. Je voulais rester avec une fille qui elle aussi vive complètement en osmose avec la nature, sache tirer parti de cette nature et tirer toutes les ressources de la nature. Et ben là-dessus, je suis exactement tombé sur ce que je recherchais. Et en France, trouver quelqu'un qui soit autant en osmose avec la nature, c'est difficile. Et aujourd'hui, malheureusement, les jeunes ne sont plus comme ça. Ils ne sont plus aussi liés à la nature. Ouais, c'est vrai. Ils sont déjà plus en dehors de la nature. L'homme était uni avec la nature, il faisait qu'un avec la nature. Et c'est ça qui m'a accroché. Et en même temps, cette gentillesse des gens de Wapou. Les Marquisiens sont gentils en général, hein. Mais c'est vrai que à l'époque et encore maintenant, les gens sont plus ouverts. C'est vrai. Plus ouverts à Wapou que dans les autres îles. Alors moi, je mets ça sur le compte du relief. À Taioui, on est encaissé entre des falaises. Le regard est bloqué. Alors que là, les pics, c'est pas un obstacle. Non, au contraire, ça attire le regard. Voilà. Ouais. C'est une île qui est particulière parce que on a toujours le regard qui est libre et on n'a pas du tout cette sensation d'enfermement qu'on peut avoir dans les autres îles des Marquises. Et c'est lié à quelque chose de très particulier ici, c'est que le volcan, l'ancien volcan, est en place centrale. C'est les pics. Oui. Alors que dans les autres îles, c'est le contraire. L'ancien volcan, il est au bord de la mer. Parce que toutes les autres îles, la moitié s'est effondrée. La baie de Taioui, c'est l'ancien volcan. Atuana, c'est l'ancien volcan. Ané, c'est l'ancien volcan. Ici, l'ancien volcan, il est au milieu. Ouais. Rien à voir. Pas du tout pareil. Oui. Et c'est pour ça qu'elle est particulière, cette île. Elle est atypique. Oui, c'est vrai. Déjà, les Marquises, c'est
un archipel complètement atypique, Ah oui, toutes les îles sont qui n'a différentes. rien à voir avec toutes les autres îles de l'Océanie, rien à voir. Ah oui. Mais en plus, dans cet archipel atypique, on a une île qui est elle-même atypique par rapport aux autres, qui est Oahu, Ouais. qui est très différente des autres. Ah, il n'existe aucune autre île est une île cathédrale Oui, comme c'est celle vrai. de Oahu. Cette église avec tous ces clochers extraordinaires en phonolite. D'ailleurs, la phonolite, 60% de phonolite sur toute l'île de Oahu. Sur toutes les autres îles de Polynésie, il n'y en a presque pas. Ouais. Presque rien. Ici, il y a plus de phonolite que dans toute la France. C'est Ah oui, étonnant. c'est incroyable. Et à l'époque, dans l'ancien temps, les Marquisiens échangeaient la roche, pas que la roche de Oahu, mais la roche de Oahu aussi, Ah d'accord. pour faire certains outils. Comme à Iao, Iao était spécialisé dans la construction d'herminettes. Ces herminettes-là s'exportaient et on les retrouve jusqu'au archipel des Tuvalu, très loin, au-delà même des frontières de la Polynésie française. Les anciens Marquisiens échangeaient. Il y a eu une époque, parce qu'après, quand les Européens sont arrivés, un peu avant que les Européens arrivent, il y avait déjà eu un repli des Marquises sur elles-mêmes et il n'y avait plus d'échanges. Ah d'accord. Mais il y a eu une période où il y avait des échanges. Et on échangeait ces cailloux. Il ne faut pas l'appeler l'île aux femmes, il faut l'appeler l'île aux cailloux, Oahu, parce que s'il y a bien quelque chose qui a en surplus, c'est les cailloux. Et la preuve, les sculpteurs de pierre ici font des choses extraordinaires. Ouais. Et nous avons cette fameuse phonolite à Grenat, qui est une cristallisation de la roche qui fait des espèces de petites fleurs, et qu'on appelle les cailloux fleuris et les pierres fleuries, qui est unique au monde. Il y en a un peu au Brésil et dans deux ou trois autres pays au monde, mais c'est pas les mêmes. C'est vraiment totalement unique. Ah ouais, Unique en Polynésie et unique au monde. Oui. Donc c'est vraiment une île qui est particulière au niveau de sa géologie, de sa géomorphologie, de sa géologie, de son relief, etc. C'est quand même étonnant. Par exemple, un autre particularisme, c'est qu'on a des hectares et des hectares de toa, ce qu'on appelle l'aito en tahitien, ou le filao, ce que vous voyez ici. C'est ce toa, l'arbre de fer, qui est un bois extrêmement dur, tellement lourd et dense qu'il ne flotte pas, comme l'ébène. Et les anciens travaillaient ce bois et faisaient des casse-têtes avec, ou alors faisaient des arcs, ou alors encore faisaient les charpentes des anciennes maisons. C'est un bois qui ne se fait jamais attaquer par les termites. D'accord. Eh bien ici, il y en a des hectares et des hectares. Du côté de Vaieo, toutes les collines, c'est que des forêts de haïto. C'est unique sur toute la Polynésie. Il n'y a pas des hectares et des hectares, c'est des petits bosquets, c'est des petites forêts. Sur Nukuiva, c'est des petits bosquets, des petites forêts, partout en Polynésie. Et sinon, c'est des hectares et des immenses forêts couvertes de haïto. Encore un particularisme de cette île. Oui. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui sont étonnantes et qui fait que c'est une île qui, quand on a été pris par elle, on ne peut plus partir. Je comprends. Même si j'ai envie de partir, je ne peux plus. Ouais. Ça y est, je suis enchaîné. C'est une chaîne qui n'est pas visible, mais il y a des Marquisiens, quand je les embête un petit peu trop, ils me disent rentre chez toi, c'est pas méchant. Mais j'ai envie de leur dire, mais je peux pas rentrer chez moi. Je peux pas. Cette île, elle m'a attaché là. Vous voyez pas la chaîne, mais elle est là. Voilà. Je peux pas. Même si je voulais, je ne peux pas. Oui, c'est pas possible. Donc voilà. Je mourrai un jour ici et j'espère avoir une tombe la plus perdue, la plus tranquille. Et surtout, laissez-moi la musique naturelle près de ma tombe. Laissez-moi le chant du vent dans les feuilles de cocotier, dans les palmes de cocotier, dans les feuillages de toa, le murmure de la bise qui frôle les herbes, le babillement de la rousserolle. Laissez-moi, s'il vous plaît, cette magnifique musique. Ça, c'est de la musique sacrée. Laissez-moi ça à côté de ma tombe quand je serai mort. J'espère qu'on mettra bien cette épitaphe de façon... On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Oui, j'espère. Il reste 40 ans encore. Voilà. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus accroché sur l'île de Oahu, dans ta vie ici? Quand j'étais jeune en France, j'ai fait pas mal d'équitation. Et le cheval, c'est un truc que j'ai toujours absolument adoré. Et là, mes vœux ont été exaucés totalement au-delà de mes espérances.
vraiment le meilleur cheval de toute l'île. C'était un hasard. J'ai une chance extraordinaire. Un cheval qui était une véritable bombe. J'ai monté des bons chevaux en France, mais j'ai jamais monté un cheval pareil. Et j'ai eu la chance d'avoir un cheval pour moi, comme ça. C'est-à-dire que c'était un cheval, c'est un cheval, je lâchais quelques millimètres, jamais besoin de donner un petit coup de cravache, même pas un petit coup de talon. Je lâchais quelques millimètres les rênes et il partait au triple galop. Alors il a fallu que je le dresse bien, parce qu'ici les chevaux sont pas dressés. Ils sont débourrés, ils sont mal débourrés, ils sont débourrés dans la mer. Dans la mer, on met le cheval KO, après on le monte. Après, le cheval, il a des blocages. Le cheval, on tape jamais un cheval. Un cheval, c'est un herbivore, c'est un animal craintif. Il faut beaucoup de douceur, beaucoup de patience avec un cheval. Et pour le dresser, déjà le débourrer, il faut le faire tourner à la longe. Ça prend 1 an pour le débourrer. Lui mettre des poids dessus, progressivement se mettre dessus. Non, tout ce travail, donc je l'ai refait. Après, je l'ai dressé, et donc il était à ma main. Je pouvais faire du slalom, du petit galop. Il a fallu vraiment que je le reprenne, parce que évidemment il partait au triple galop, mais il se soufflait vite. Donc il a fallu qu'il puisse avoir de l'endurance. Alors ce qui était extraordinaire, c'est qu'il avait à la fois de l'endurance et il était très rapide. Je gagnais toutes les courses de chevaux, parce qu'avant il y avait des courses de chevaux. Ah d'accord. Tout le temps. Pour le juillet, maintenant il n'y en a plus. Ah bah ouais. Il y en avait comme il y en a encore à Nukuiva. Et mon cheval, j'allais plus vite que la voiture. Je mettais une demi-heure pour aller à Horoui. D'accord. J'allais dans le village de Akatao à cheval pour le PGA avec mes plans dans les sacoches. J'arrivais à Akatao, les gens m'attendaient sous le préau de l'école et avec mon cheval, comme Lucky Luke, hop, j'arrivais, petit galop, j'attachais mon cheval, je sortais mes plans et je les affichais sur les tableaux d'affichage et on prenait les réunions pour le plan général d'aménagement. Oui, parce que tu étais architecte. Hein. Voilà. Et dans ce cadre, donc, je faisais ces... T'allais au boulot à cheval. Voilà. Et je faisais tout à cheval. C'était mon moyen de transport. Oui. Je n'avais pas de voiture à l'époque. Après, j'en ai eu une, mais j'en avais pas. Et ça a été un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Mon plus beau rêve. Avoir un cheval, c'était déjà un rêve. Alors ici, avoir un cheval, c'est pas comme en France. C'est facile. On peut l'attacher au bord d'un chemin. On peut l'attacher au bord d'une route. En France, on l'attache au bord d'une route, on retrouve plus son cheval, après c'est fini. Oui, il faut les vacciner, il y a des maladies, il y a l'hiver, il faut faire du foin, etc. Alors ici, il y a les sécheresses, c'est aussi compliqué. En période de sécheresse, c'est dur de trouver de l'herbe. Il faut le mettre haut dans la montagne, là où il y a encore de l'herbe, le déplacer souvent, c'est pas facile. Mais ceci dit, pas besoin de les ferrer. Ils ont des sabots qui sont durs, ils sont habitués, il n'y a pas besoin de ferrer les chevaux. Ils n'ont pas de maladies, etc. Donc, on a la chance d'avoir des chevaux très rustiques, qui ne demandent pratiquement pas d'entretien, avec certains chevaux, pas tous, comme c'est des chevaux andalous qui viennent d'Amérique du Sud. Tous les chevaux d'Amérique du Sud, c'est des andalous. L'andalou, c'est un croisement d'arabe, de sang arabe et de sang barbe. Et le cheval arabe, c'est un cheval extrêmement résistant qui convient très bien aux endroits secs. Donc, de temps en temps, le côté arabe ressort davantage. Et on voit des chevaux pattes fines, nerveux, naseaux qui se dilatent, veines qui se dilatent à l'effort, sur la peau, poil ras. Ça, c'est les caractéristiques de l'arabe. Et certains ont ces caractéristiques-là. Et le mien avait ces caractéristiques. Très fougueux, très franc. Jamais de coup bas, de faire tomber le cavalier. Un plaisir à l'effort. Tu vois. J'ai passé un temps. J'ai eu ce cheval pendant 24 ans. Et à une époque, pendant près de 10 ans, 10 ou 15 ans de ma vie, je montais 3 après-midi par semaine à me promener partout. Et les routes n'étaient pas bétonnées, c'était merveilleux. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus le même plaisir parce que les routes sont bétonnées. Oui, ouais. Alors j'avais beaucoup milité pour que dans le PGA, on fasse à côté des routes une piste cavalière. Ah oui. Ça a été refusé. Et c'est dommage. Parce que l'image des marquises, elle est liée à l'image du cheval. Cette image du cheval, elle est encore très forte sur Wauka et sur Nukuiva. Elle était encore forte sur Wapu. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est en voie de disparition. Les chevaux, il y en a encore. Oui, bah oui. Et pour que les marquises gardent leur caractère, leur fierté, il faudrait pas que ce caractère s'en aille de Wapu. Ça serait dommage. Et donc là, il y a un travail à faire. De cavalières le long des routes, mais aussi des sentiers cavaliers, ce qui manque. Il y en a à Wauka, il y en a sur Nukuiva. Il
Il n'y en a pas ici. La traversière, c'est pas grand-chose. La traversière, moi, je faisais la moitié à cheval. On peut faire la moitié à cheval aujourd'hui, encore. D'accord. Mais il y a quelques passages où ça passe plus le cheval. On pourrait, c'est pas très long, on pourrait réaménager pour faire en sorte qu'elle se fasse entièrement à cheval. Ce serait un moyen de l'entretenir. Et après, ouvrir d'autres pistes de randonnée qui soient pas simplement que piétons, qui soient en même temps pour les cavaliers. Là, on va revaloriser le cheval. Et c'est urgent. Hein. Il faut pas attendre qu'il disparaisse. C'est quelque chose d'important. Et en même temps, il y a, comme tous ces chevaux ont évolué en circuit fermé, eh bien, chaque race, chaque variété sur chaque île a des caractéristiques propres. Le cheval de Wapo a des caractéristiques propres qui sont différentes par rapport à Nukuiva, par rapport à Ivawa. Donc, c'est important. C'est un patrimoine. On parle beaucoup de patrimoine, patrimoine mondial de l'humanité. Les marquises ont été classées comme ça. Et ben, ça fait partie de leur patrimoine. Donc, laisser partir le cheval, c'est laisser partir une part du patrimoine de l'île de Wapo. Donc, ça serait bien d'en prendre conscience. Quoi. Que les gens, que la population prenne conscience de la valeur de ce patrimoine équin de Wapo, qui est vraiment, qui doit être intégré, qui fait partie de l'île, quoi. Cette vie est toujours aussi belle, toujours aussi prenante, mais il faut rester vigilant, parce que un certain nombre de caractéristiques sont en train de partir si on n'y prête pas garde. Je parlais du cheval. Hein, donc là, il y a quelque chose à faire si on veut garder cette vie marquisienne. Il y a aussi, pas que ça, il y a aussi ce côté pêche, des villages dont on parlait tout à l'heure de Akatao, de Akamai, où la pêche est en train de se perdre, où les jeunes s'en vont. Revitalisons ces activités-là pour que justement l'île de Wapo ne perde pas son caractère, ce caractère si particulier avec ses baies si intimistes que n'ont pas les autres îles, avec ces baies de pêcheurs sur la côte sous le vent, qui n'existent pas sur les autres îles, à part Fatuiva. Donc cette spécificité de l'île de Wapo, qui a forgé son caractère, qui continue à forger son caractère, eh bien, prenons conscience d'abord de ses caractéristiques et apprenons à les connaître mieux, de façon à mieux les sauvegarder. Et qu'elles ne se perdent pas et que l'île garde ce caractère qui m'a fasciné et qui continue de me plaire toujours autant et de m'accrocher toujours autant et de faire que cette île est si particulière et si belle. Il faut garder espoir, mais il faut pas croiser les bras. Oui, c'est sûr. Il faut défendre ce potentiel, il faut défendre cette fierté marquisienne. Et pour être fière de son île, eh ben, il faut qu'elle garde son caractère. Parce que c'est ce caractère qui fait la fierté des marquisiens de Wapo d'aujourd'hui. Et le mode de vie. Et le mode de vie. Et ce mode de vie, voilà, qui est quand même un mode de vie très cavalier, qui existe encore à Nukuiva, qui est très fort à Nukuiva, et à Uoka, qui était encore très fort il y a 40 ans ici, et qui maintenant se perd. Ne perdons pas cette caractéristique-là. Pêche, cheval, chasse, ne perdons pas toutes ces... En tout cas, toi, c'est ce que tu as aimé dans ta vie ici. Eh ben, ce que j'ai aimé, ce que j'aime beaucoup, c'est ce rapport à la nature, cette simplicité de vie. Ouais, t'as trouvé ton petit paradis quand même. Voilà. J'ai un terrain qui est, j'ai 2 terrains sur Wapo et un terrain sur Nukuiva et 2 terrains sur Wapo en pleine nature. Là où j'ai ma maison et un autre à Kamui en pleine nature, avec le bruit, avec le chant merveilleux des rousserolles et des fauvettes marquisiennes. Merci beaucoup Alain. De rien, c'était un plaisir. De nous avoir fait voyager, d'avoir parlé de Wapo d'antan. Voilà. Et je me tiens à ta disposition pour d'autres interviews, sur d'autres sujets ou des sujets voisins. Ça sera toujours avec le même plaisir d'évoquer ce pays si particulier qui n'a rien à voir avec les autres pays du monde.
Ouais, merci beaucoup, Alain. De rien. À paille. Ok, à paille. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas, en plus, j'ai pas beaucoup parlé. En équilibre avec toi, terre des femmes, artisans du monde.